Alors la maladie coronaire, c'est le challenge majeur des néphrologues parce que c'est quand même la cause majeure du décès chez leurs patients. Ça peut contre-indiquer la greffe, au moins temporairement. Et l'insuffisance rénale sévère, pour nous cardiologues, c'est un problème majeur, c'est un challenge majeur parce que on a toujours peur. Est-ce qu'il faut vraiment faire la coronarographie ? Si oui, comment minimiser le risque d'insuffisance rénale chronique ? Et donc, c'est les questions que je me suis posées en préparant ce topo. Alors, faut-il faire la coronarographie chez l'insuffisance rénale sévère ? Clairement, la réponse est oui, parce que la prévalence de la maladie coronaire chez ces patients est très importante. Selon les séries, selon les patients, elle va de 25 à 85%. 25%, c'est les patients de moins de 40 ans qui sont en attente de greffe. Et chez ces patients, il y a un quart des patients qui sont coronariens. Et 85%, c'est les patients greffés, diabétiques, de plus de 45 ans. Donc on voit qu'il y a une prévalence importante. Un décès sur deux est d'origine coronarienne chez ces patients. Et donc il faut considérer ces patients comme à très haut risque cardiovasculaire. La maladie coronarienne, chez les patients insuffisants rénal, c'est les données d'une série qui avait été faite par le docteur Barthélémy à la Pitié. C'est souvent des maladies tritronculaires qui touchent volontiers le tronc commun et l'IVA proximal et qui sont très calcifiées, comme on peut le voir sur cette boucle. On voit que c'est calcifié parce que quand on arrête l'image juste avant d'injecter le produit de contraste, on voit déjà la coronaire comme si on était dedans. Et du coup, il faut faire la coronarographie, mais il faut la faire à bon escient, au bon moment. Et c'est lorsqu'on a une ischémie qui est documentée sévère, avec un angor invalidant, ou bien sûr un syndrome coronarien aigu, ou alors une ischémie étendue sur un test non invasif, comme l'échographie de stress, qui est un très bon examen, notamment l'échographie d'effort, qui donne de très bonnes informations chez les patients insuffisants rénal sévères, sans les exposer aux complications des produits de contraste initialement. Alors, une fois qu'on a posé l'indication de la coronarographie chez notre patient, quel est le risque, clairement, pour ce patient-là ? Le risque, vous le savez, c'est de précipiter la dialyse chez notre malade. Et donc, on peut chiffrer ce risque de dialyse avec cette série américaine publiée en 2014, où on voit que les patients qui ont une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/min ont 4% de risque de finir en dialyse. C'était essentiellement des syndromes coronariens aigus et le volume de contraste moyen était aux alentours de 200 cc. Et on voit que ce risque de dialyse au moins temporaire est à 7,2% quand on est dans un contexte de stémie, comme vous l'a dit Johan, parce qu'il y a une instabilité hémodynamique, parce qu'éventuellement il y a un ballon de contre-pulsion, etc. Des choses qui peuvent encore aggraver le risque rénal. Quand on a notre patient, peut-être qu'une bonne chose à faire, c'est de se poser la question d'évaluer son risque rénal individuel en prenant différents facteurs de risque qui ont été validés dans des scores, comme le score de Méran que je vous présente ici, où on additionne les facteurs de risque comme l'hypotension, la contre-pulsion, l'insuffisance cardiaque, l'âge supérieur à 75 ans, l'anémie, le diabète, le volume de produits de contraste et bien sûr la fraction d'éjection. Et en additionnant tous ces marqueurs, on peut calculer avec un chiffre, et c'est toujours assez rassurant, ou en tout cas ça nous donne un chiffre objectif pour nous cardiologues de voir le risque de dialyse. Là je vous ai pris ce patient, qui est le patient dont on parle, qui a par exemple 65 ans, qui a un diabète et qui a 200 de créatinine. Si je lui fais la coronarographie avec 100 cc d'iode, qui est vraiment une coronarographie diagnostique, même avec quand même pas mal de produits de contraste, il a 0,12% de risque d'avoir de la dialyse. Et donc on se retrouve devant le dilemme de l'insuffisance rénale chronique, où d'un côté on a ce risque de toxicité rénale des produits de contraste iodés, qui est un risque quand même relativement faible, avec peu de données et surtout sans traitement réellement validé, alors que de l'autre côté il y a le risque de la maladie coronaire qu'on connaît bien, qui est un risque élevé avec des données abondantes et surtout des traitements très efficaces.
Ce qu'il faut noter aussi, c'est que chez ces patients insuffisants rénal, on a peur de mettre un traitement médical optimal parce qu'on a peur de mettre des IEC, on a peur de mettre les antiagrégants plaquettaires. Et donc, il y a souvent une sous-prescription de ce traitement médical. Et de même, c'est montré dans la littérature, un sous-emploi de la revascularisation par pontage et même par angioplastie. Et donc, c'est la conclusion et même le titre de cet article qui dit que si on risque rien chez ces patients, on risque bien plus encore que si on ne fait rien. Et donc, finalement, on va faire la coronarographie chez ce patient, mais est-ce qu'on peut minimiser ce risque ? Oui, on peut. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'avant, on peut arrêter les néphrotoxiques, notamment les anti-inflammatoires, les antibiotiques. Il faut se mettre à distance de toute néphrotoxicité pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions pour faire la coronarographie. Il faut bien sûr hydrater le malade, même si c'est discuté par des études récentes, mais c'est encore dans les recommandations. Il faut utiliser des produits iso ou hyposmolaires, mais c'est ce qu'on fait depuis un moment, en tout cas à la Pitié-Salpêtrière. On peut se poser la question du choix de la voie d'abord pour la coronarographie. Le risque de la voie fémorale, c'est un risque hémorragique qui est important, au niveau du point de ponction, mais aussi au niveau de l'hématome rétropéritonéal. Et donc la voie radiale est plutôt à privilégier. Il y a très peu d'occlusion des radiales, donc même s'il faut préserver une radiale pour une éventuelle fistule, on peut quand même passer par la voie radiale. Et à noter qu'en cas de transplantation rénale, on passe par la voie fémorale contralatérale, mais ça c'est notre problème. Pendant la coronarographie, il faut limiter la quantité d'iode. Alors peut-être qu'il n'y a pas une relation linéaire entre la quantité d'iode et la survenue de néphropathie induite par les produits de contraste, mais en tout cas, les recommandations nous demandent de nous arrêter à 4 ml/kg ou 350 ml chez le patient insuffisant rénal sévère. Il y a d'autres papiers qui ont simplifié en disant qu'on ne peut pas dépasser la dose de 3 fois la clairance de la créatinine, ce qui nous fait, pour un patient qui a 15 de clairance, 45 cc. On peut faire une coronarographie à 45 cc. Il y a des papiers qui ont montré qu'on diminuait le risque relatif de néphropathie induite au produit de contraste quand on fait moins de 30 cc d'iode. Et 30 cc d'iode, c'est 2 injections dans la gauche, une dans la droite. On peut le faire et on a déjà un certain nombre d'informations pertinentes. Et ensuite, nous, on a des astuces de coronarographie. On peut diluer l'iode, au moins pour faire les petits repérages des artères coronaires. On a des injecteurs automatiques. Et surtout, il faut savoir s'arrêter quand on pense qu'on a déjà dépassé la dose. Et on arrête la coronarographie. On évite évidemment les hypotensions iatrogènes en utilisant des drogues s'il le faut. Ça, c'est un truc aussi qu'on utilise souvent, c'est l'imagerie en rotationnel. On injecte 10 à 12 cc d'iode et en fait, notre rotatif tourne autour du cœur pour voir l'ensemble des coronaires en une seule injection. Et là, on voit qu'il y a une sténose serrée de la bifurcation IVA diagonale. Et on a une information avec 12 cc d'iode, ce qui est quand même pas énorme. Et voilà, ça apporte de précieuses informations. Est-ce qu'il faut différer l'angioplastie ? Souvent, on se pose la question. Alors, ça augmente le risque vasculaire, parce que je vous ai dit qu'il y a un risque de complications au niveau du point de ponction, il y a le risque des emboles de cholestérol, donc ça augmente le risque. Mais il faut quand même la différer si on pense que le volume prévu sera supérieur à 4 ml/kg, ça c'est les recommandations qui nous disent ça. Le délai, c'est toujours la question. Idéalement, le plus loin possible de la première injection, 5 jours au minimum. Les néphrologues disent 3 semaines plutôt pour se mettre vraiment à distance de la nécrose tubulaire aiguë. Pour minimiser le risque après la coronarographie, c'est bien sûr poursuivre l'hydratation, faire le contrôle de la créatinine, mais ça tout le monde le fait, et programmer une séance de dialyse éventuellement pour les patients qui étaient dialysés. Les messages à retenir, c'est bien sûr le haut risque coronaire chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique. Il ne faut pas hésiter à faire la coronarographie s'il y a un bénéfice attendu de la revascularisation, s'il y a une ischémie importante ou sévère. Nous, on doit bien sûr limiter le produit de contraste iodé et toute forme de néphrotoxicité, mais ça, c'est notre quotidien. Et il ne faut pas méconnaître le bénéfice d'un traitement médical adapté. Et voilà, je vous remercie. Merci. Alors, on va prendre quelques questions. Alors nous, en général, quand on nous demande si on peut faire une coronarographie à un insuffisant rénal, on dit toujours oui. On a l'impression que c'est important de faire une coronarographie.
L'autre idée, c'est que quand on est à 15 de débit filtration glomérulaire, c'est probablement pas là qu'on augmente le risque d'arriver en dialyse proportionnellement. De toute façon, quand on est à 15 de DFG, on a déjà un peu réfléchi à la dialyse en fait. Donc c'est vrai que souvent, les difficultés de décision, c'est plutôt un peu entre les deux. Parce qu'un malade qui a déjà une insuffisance rénale très sévère, théoriquement, on lui a déjà un petit peu expliqué que voilà, il y a ce risque-là. C'est plutôt des patients qui sont un peu entre deux en termes de fonction rénale. Oui, c'est une très bonne question. Alors, le coroscanner, il faut quand même savoir que c'est 80 cc d'iode. Alors certes, c'est par voie veineuse, mais c'est quand même une injection d'iode. Et si on trouve des lésions, il va falloir faire la coronarographie derrière. Donc on se retrouve avec une double injection d'iode. Donc, Et c'est quoi à peu près l'incidence de revascularisation dans les plastiques que vous faites chez les patients rénaux très sévère, on va dire. En gros, est-ce que c'est fréquent que vous fassiez un geste Ah bah oui. Oui, s'il y a des lésions, s'il y a une ischémie documentée ou si le patient a de l'angor clinique, bien sûr, on revascule. Dans cette partition, en effet, s'il y a un risque important d'avoir vraiment 2 examens, 2 injections d'iode, ou si par exemple il y a que 20% des malades qui, in fine, vont avoir une revascularisation endovasculaire, est-ce que dans la balance bénéfice-risque du fond de faire le coroscan versus, on est quasiment sûr que de toute façon il y aura un geste de revascularisation, et donc le coroscan, ça serait la double peine. C'est des catégories de patients, des sous-catégories de patients là-dedans. Oui, non, mais si vous suivez les indications que Marie a données, c'est-à-dire syndrome coronaire aigu et ischémie démontrée, c'est ça le souci, c'est votre insuffisance rénale qui n'a pas de symptômes, qui n'est pas au milieu d'un infarctus, faites un examen non invasif avant pour être sûr qu'il y ait une ischémie. Et il n'y a pas énormément de choix pour le faire. Mais si vous avez une vraie ischémie démontrée, vous êtes à plus de 50% de revascularisation derrière. Donc c'est un gros groupe de patients. Et je vais rajouter une chose à ce qu'a dit Marie sur le scanner. C'est sans doute pas le bon examen parce que ces patients sont extrêmement calcifiés et que pour finalement porter des diagnostics de sténose serrée ou pas serrée, c'est compliqué pour le radiologue et ça se termine par double peine, c'est-à-dire le scanner et la coronarographie en termes de produit de contraste. Donc il vaut mieux faire un très bon examen non invasif d'abord, démontrer l'ischémie chez un patient qui est peu ou pas symptomatique et puis derrière faire la coronarographie en temps et en heure. Et alors, moi je voudrais reposer la question que j'ai posée plusieurs fois à Gilbert de Rais sur la radiale, parce qu'on est dans un centre de radial, mais la France entière était un pays de radial, parce qu'on diminue les hémorragies, en particulier chez les patients à risque. Et Gilbert me disait, mais il faut faire la radiale, c'est pas le problème. Et c'est vrai qu'on a l'impression de préserver les radiales, de ne pas avoir d'occlusion. Mais est-ce que pour vous, c'est un souci qu'on pique une radiale si on a la dialyse qui est... Est-ce que vous les vérifiez, vos radiales, après ? Alors on ne les vérifie pas, mais elles sont perméables dans 95% des cas. C'est comme en radiologie vasculaire, quand on fait des biopsies rénales transjugulaires et qu'on dit qu'il n'y a pas de problème. Nous, il n'y a pas de problème au moment où on fait l'examen, c'est évident. Mais c'est éventuellement après que ça saigne. Alors, c'est vrai que nous, on aurait plutôt envie de dire qu'il y a quand même un objectif de protection vasculaire pour la création utérine de fistules artério-veineuses. C'est évident. Il faut qu'elles soient occluses. Je pense que les fistules sont quand même rarement aussi distantes. Ben voilà. Non, c'est sûr, mais quand ça thrombose... C'est quand même un petit peu plus proximal que ce qui fonctionnait. Oui, mais quand ça thrombose, la radiale... Ce qui fait sténoser, c'est la durée de caractéristique. Donc si c'est une fonction très très distante, pas sûr, ça pose beaucoup de soucis pour les fistules. Malheureusement, on revoit beaucoup de nos patients, donc ils ont des fois plusieurs examens. On n'a pas l'impression d'avoir occulé les radiales. Puisqu'on s'en rend. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cartographie. Le côté de la fistule a déjà été choisi, il vaut mieux choisir l'autre côté. Oui. On ne sait jamais, oui. Ça peut poser. Il a déjà eu l'écho des membres supérieurs, il faut quand même essayer de choisir. L'autre élément, c'est qu'on a souvent quand même des malades qui... Alors vous n'êtes jamais limité en fait par la bord vasculaire pour faire des coronarographies, même chez des patients qui ont des réseaux vasculaires très altérés. Parfois c'est compliqué, mais on essaye toujours On trouve toujours quelque chose. Vous arrivez toujours à trouver un moyen. Cubital, une humérale, une axillaire. Parfois on a quand même des patients qui ont des réseaux vasculaires dans la perspective de la création de fistules qui sont vraiment très altérés par contre. Alors est-ce que en effet quel est l'impact ? Voilà, mais si vous nous dites faut pas faire de radial, on fera pas de radial, mais c'est vrai que faire prendre un risque pour une coronographie d'hématome rétropéritonéal, voilà. Je pense pas qu'il faille le prendre pour vraiment une recommandation.